Salut, c'est Trado, je suis très content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Je vais prendre 30 secondes pour remercier ceux qui ont pris la peine de me mettre un petit pouce bleu. Vous allez voir, ça fait la différence, hein. Lorsque vous cliquez sur la vidéo comme d'habitude ici, eh bien, vous allez avoir la possibilité de cliquer sur YouTube en bas à droite. Vous arrivez sur YouTube à droite et là, regardez la différence, hein. 370 likes, hein. Clairement c'est fantastique. Merci beaucoup pour votre aide dans le référencement de mes vidéos et surtout ça évite que lorsque les novices tapent sur bourse ou trading, etc., ils arrivent systématiquement sur des vidéos proposées par ceux qui payent des droits à YouTube pour des campagnes de pub et qui sont pas toujours très recommandables. Donc merci, pensez à le faire systématiquement, ça m'aide beaucoup. Alors j'aimerais maintenant vous proposer, avant d'aller plus loin, un petit point sur tous les grands indices, hein, et en données hebdomadaires pour voir si nous sommes proches de support ou pas. Voilà le Dow Jones. Le Dow Jones en données hebdomadaires, chaque bougie égale une semaine. Vous voyez, hein, la consolidation qui a été entamée risque de prendre, enfin pourrait prendre fin à n'importe quel moment, mais en tout cas, là où il y aura véritablement un gros courant acheteur, c'est sur les 23 400, 24 200. C'est-à-dire que on n'est pas sur un support important pour l'instant qui devrait attirer, aiguiser les convoitises, hein, des acheteurs. Maintenant, si on regarde le SP500, pour le SP500, c'est identique, hein, la consolidation amorcée ne nous permet pas d'être sur des supports très significatifs, donc un rebond là aussi peut apparaître à n'importe quel moment, mais ce qui va véritablement intéresser les investisseurs de moyen terme, c'est la zone ici, hein, comprise entre 2500 et 2600. Pour le Nikkei, même constat, nous avons effectivement perdu beaucoup de terrain, mais en données hebdomadaires, on voit que le prochain support significatif, il est aux alentours de 21 000, 20 400, 20 400, 21 000, donc on n'est pas non plus sur un support déterminant en données hebdomadaires. Pour le Nasdaq, même constat, hein, vous voyez, même si on a perdu énormément de terrain, le Nasdaq a un support hebdomadaire important aux alentours de 7000. Hein. Avant 7000, j'ai du mal à penser que des investisseurs vont se bousculer, hein, sur le Nasdaq. Hein. Encore une fois, c'est un repère, ça ne veut pas dire pour autant que le rebond ne peut pas se faire à court terme ou même à long terme. Mais en tout cas, avant les 7000, je ne vois pas de support très solide sur le Nasdaq. Pour le DAX 30, c'est pire que ça, hein. On a cassé un support important, on a cassé le support des 11 700, 12 100. Le prochain support est aux alentours de 10 800. Alors on peut toujours réintégrer ce support en fin de semaine sur la dernière séance, c'est tout à fait possible, hein. Donc ça veut dire qu'il aurait tenu. Mais si on clôture en dessous de ce support, eh bien, excusez la palissade, mais on ne sera plus sur un support. Et le prochain sera aux alentours des 10 900. Je parle toujours de moyen terme, de support de moyen terme, pas des supports journaliers. Et enfin, pour le CAC 40, et le CAC 40, par contre, comme vous pouvez le voir, est sur un support important, hein, puisque c'est le support de moyen terme compris entre 5000 et 5100. Le problème, c'est que le CAC semble bien isolé dans ce concert, hein, d'indices qui ne sont pas sur un support, ce qui rend encore une fois la prise de décision un petit peu plus compliquée et sûrement plus compliquée que si on était sur des supports pour tous les indices. Voilà. Cela étant dit, on va pouvoir passer à l'analyse journalière. Donc voilà où on en est pour l'analyse purement chartiste, hein. On avait vu que l'irréparable avait été commis sur la séance du mercredi 10 octobre avec la cassure de cette zone de support importante orange qui avait pourtant permis au CAC de rebondir une fois, deux fois, trois fois, mais pas 4 fois. Et donc à partir de ce moment, on a le ciel qui s'est ouvert, enfin le sol qui s'est ouvert sous nos pas. Je vous rappelle en partant du plus simple au plus compliqué, la règle du trading range veut que on prenne la distance correspondant à la hauteur du trading range et que l'on reporte en dessous du trading range. Ça nous donnerait un objectif ici déterminé par les 4950. Bon, c'est pas une science exacte, hein, mais c'est globalement l'esprit. Vous voyez qu'on en est encore très très loin. Ça ne veut pas dire qu'on va y aller d'une traite, ni même qu'on va y aller du tout, mais on peut très bien avoir un rebond technique et puis une nouvelle
attaque baissière après un pullback sur la zone orange, mais en tout cas, ça nous donne un objectif à peu près 5000. Nous avons également autre chose qui est très intéressant pour les débutants, c'est de comprendre que le fait qu'on ait plongé aujourd'hui était complètement compatible avec le gap de continuation qu'on avait eu là. Je vous rappelle que l'idée, c'était qu'on prenait la distance parcourue avant le gap et que l'on reportait cela par-delà le gap. Ça nous donnait pour objectif d'aller chercher les 5150. Bon, l'objectif a été dépassé et en tout cas, hein, c'était une des choses que la théorie des gaps peut vous apporter. Le problème, c'est que l'on vient d'ouvrir un nouveau gap ici entre 5175 et 5195. Et comme d'habitude, le statut du gap est fondamental. S'agit-il d'un gap d'essoufflement ou s'agit-il d'un gap de continuation? Si c'est un gap de continuation, vous prenez la distance avant le gap, que vous reportez par-delà le gap, ça vous donne un objectif intermédiaire à 5025. Maintenant, si c'est un gap d'essoufflement, il va être comblé très rapidement, demain, après-demain, enfin d'ici 5 séances de bourse. Et normalement, derrière, on devrait avoir un rebond technique, voire même un rebond définitif. Donc, il faudra vraiment surveiller la manière dont on se comporte vis-à-vis de ce gap des 5175, 5195. Mais vous l'avez compris, dans tous les objectifs baissiers que nous avons, nous allons avoir des difficultés si on est baissier avec la zone grise que j'ai mentionnée précédemment, le fait qu'on soit donc sur un support de moyen terme important. Et on a pile poil rebondi dessus, vous voyez. Donc, les traders suivent ça de très très près. On ne peut pas savoir a priori ce qui va se passer. Normalement, ce gap devrait donner un petit peu de fil à retordre au baissier avant même éventuellement d'être cassé. Mais pour l'instant, à la lecture de la bougie du jour, on n'a pas de signe de rebond technique. Regardez d'ailleurs, hein, la bougie du jour, si elle avait été en sommet d'ascension, hein, on aurait dit que c'était une étoile filante. Bon là, c'est pas le cas, mais le message est quand même négatif, puisque vous voyez, on termine sur quasiment les plus bas du jour, dans le tiers baissier en tout état de cause, avec une longue mèche haute qui montre qu'on n'a pas tenu les plus bas. Normalement, hein, ça c'est une bougie qui montre des velléités baissières. À relativiser encore du fait que nous soyons sur un support, c'est toujours pareil. Il faut relativiser les chandeliers japonais, sinon vous ne pouvez pas les exploiter correctement. C'était la différence qu'il y avait entre la bougie d'hier, hein, mercredi, et celle d'aujourd'hui. Celle d'hier, invité à envisager la baisse parce qu'on n'avait pas de support en dessous. On avait le support qui était beaucoup plus bas. C'est pour ça qu'on pouvait se fier davantage au chandelier japonais qu'aujourd'hui, alors que nous sommes déjà sur des supports. Méfiez-vous de ce que vous pouvez lire à droite, à gauche. Hein. Faut pas prendre les chandeliers japonais au pied de la lettre. Hein. Faut contextualiser. Voilà pour les chandeliers japonais. Nous avons également la possibilité de mener une analyse technique. Attention, cette analyse technique est un petit peu compliquée si vous débutez, mais ô combien instructive. Tout d'abord, vous voyez, on a eu un croisement faible M7, M20 ici. Lorsqu'on a des croisements faibles M7, M20, généralement, ça veut dire que la loi du retour à la M20 va se faire assez rapidement. Maintenant, il y a un bémol. Le bémol, c'est notamment qu'entre-temps, on a cassé un support important. Et ce support va jouer un rôle de résistance par la règle du changement de polarité. Alors, on a déjà ce gap qui va être difficile à combler, cette ancienne zone de support devenue résistance orange qui va être également difficile à passer. Donc, voilà, tout est en nuance en analyse technique, hein, donc il faut se méfier de cette loi du retour à la M20 qui aura lieu nécessairement, mais qui n'aura pas lieu aussi rapidement que les précédentes fois pour les raisons que je viens d'évoquer, comme par exemple ici, ou encore là où le retour à la M20 a été assez rapide. En tout cas, en juge de paix, on suivra la moyenne mobile à cette période qui, une fois qu'elle aura été cassée, eh bien normalement invitera à aller viser la M20 dans un swing trading. Deuxième chose importante en termes d'analyse technique, regardez les Bollinger. La Bollinger supérieure monte, la Bollinger inférieure descend. C'est-à-dire que la volatilité augmente. Regardez la bougie d'hier, elle a fait un T1. Je vous ai expliqué dans la vidéo d'hier. Tout ça c'est explicité dans mon module de formation sur les bandes de Bollinger. Quand on fait un T1, on a plus d'une chance sur deux de faire un T2, c'est-à-dire une deuxième clôture en dessous de la Bollinger inférieure. Le problème, bon ça c'est fait, hein, regardez, c'est évident, la statistique a fonctionné. Maintenant, on devrait avoir un T3, c'est-à-dire une troisième clôture en dessous de la Bollinger supérieure dans plus d'un cas sur deux. Mais il faut relativiser. Pourquoi faut-il relativiser? Pour deux raisons. Un, parce qu'on est sur un support. Deux, parce qu'on vient d'inscrire une bougie entière en dessous de la Bollinger inférieure. Et j'ai nommé ça un setup Tradobull. Et le setup Tradobull, vous pouvez vérifier. Ça veut dire que, à titre personnel, les chances pour que l'on réintègre rapidement
la zone entre la Bollinger inférieure et la Bollinger supérieure sont supérieures à 2, à 1, pardon. Ça veut dire que normalement, on devrait repasser au-dessus de la Bollinger inférieure avec, une fois que ce sera fait, un enclenchement du retour sur la M7. Donc, on surveillera ça de très très près. Alors, encore une fois, ça va dépendre beaucoup des autres indices, hein, on ne montera pas tout seul, mais si les autres indices nous laissent un petit peu respirer, si on repasse au-dessus de la Bollinger inférieure, ce qui devrait arriver assez rapidement. À titre personnel, je viserai un retour sur un moyen mobile à 7 jours. Donc, c'est que des trucs que je vous donne comme ça et que vous devez absolument retenir si vous débutez parce que vous allez gagner 20 ans. Hein. Enfin, c'est le temps que moi j'ai mis pour trouver tous ces petits trucs-là, que d'ailleurs je partage avec vous dans la formation intégrale si vous voulez vous perfectionner en analyse technique. Donc, ça, c'est ce qu'il faut surveiller de près. Attention au setup tradable. Troisième chose, l'Ishimoku, ah non, les autres indicateurs techniques qui ne montrent pas grand chose d'intéressant, tout est très dégradé, momentum en dessous de 0, RSI en dessous de 30, CC en dessous de moins 100, MACD 0 en dessous de son signal, MACD en dessous de... Tout ça, c'est négatif. On attend donc les premiers signes de rebond technique avec le CCI et le MACD 0. Je vous rappelle que si vous n'avez pas ces indicateurs, vous avez en dessous de la vidéo un lien pour ouvrir gratuitement un compte pour avoir les mêmes indicateurs techniques que moi. On passe du coup à l'Ishimoku pour terminer. Et l'Ishimoku, voilà, pour le coup, est très instructif, hein, puisque j'avais expliqué qu'on avait eu un twist, mais que ce twist pouvait être beaucoup plus dangereux que les autres parce que il s'était produit à un moment où on était sorti du trading range. Et effectivement, badaboum, derrière, ça s'est effondré. On bascule en tendance baissière au niveau de l'Ishimoku. On a vu un signal baissier ici avec la Tenkan qui a croisé la Kijun à la baisse. Alors attention, sur certains sites, vous verrez que c'est un signal. En fait, non. Le croisement Tenkan-Kijun n'est pas toujours un signal. C'est un signal lorsque les cours sont en dessous du nuage et que la Tenkan et la Kijun se croisent en dessous du nuage aussi et que on est en tendance, ok? Et donc c'est exactement ce qui s'est passé, c'est pour ça que c'était un signal. Si vous voulez en savoir plus, il y a un module là-dessus sur l'Ishimoku dans la formation intégrale. Donc voilà, ça a pas mal fonctionné également. Et ce qui nous amène donc aux données horaires. Et voilà donc la matrice du jour, elle est assez simple. Hein. En dessous de 5093, j'envisage une accélération jusqu'à 5045. En dessous de 5037, accélération jusqu'à 5008. Par contre, tant qu'on reste au-dessus de 5110, un rebond technique jusqu'à 5173 est envisageable. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous rappelle que si vous voulez, vous pouvez mettre un pouce bleu sur la vidéo. Merci beaucoup et à demain pour la mise à jour.